Donc ravi de vous voir à cette table ronde qui s'intitule Le Camille du percolateur. Donc, avant d'expliquer l'origine du titre, je vais présenter les différents intervenants. Donc tout d'abord, Denis Vidal. Donc c'est un chercheur, anthropologue, c'est ça? Voilà. Qui s'est intéressé à l'Inde du Nord, comme ça, et qui s'intéresse à l'anthropologie et aux questions liées à l'appropriation des techniques. Et donc en 2012, vous avez aussi publié un livre qui s'appelle « Robots étrangement humains ». Voilà. Milad Douewi, alors est-ce que je prononce bien votre nom? Bon. Donc historien des religions et titulaire de la chaire d'humanisme numérique. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est quelqu'un qui étudie l'évolution de la société avec le numérique, la transformation des nouvelles technologies dans notre relation à l'écrit, au savoir numérique. Donc en fait de s'intéresser au numérique comme culture et pas simplement comme technique. Alors, du côté des auteurs maintenant, donc Anne Lecky, auteur des Chroniques du Ratch, paru chez J'ai lu et traduit par Patrick Marcel, donc chez Nouveau Millénaire. C'est une trilogie de space opéra qui décrit une civilisation complexe, utilisant des intelligences artificielles, qui a une sorte de conscience distribuée dans des individus. Alors, ces romans, donc Justice Lancillaire et le reste, ont obtenu de nombreux prix, notamment le prix Hugo en 2014 et le prix Arthur C. Clarke la même année, et vient d'obtenir le prix Locus pour le dernier roman de la trilogie. Enfin, Anna Starovinets, donc auteur qui a fait aussi comme Anne Lecky de nombreux métiers avant de se mettre à avoir débuté sa carrière littéraire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qu'elle a écrit, il y a une confrontation du surnaturel et du contemporain, notamment dans la cure du sens du froid. Et le roman qui, parmi les plus récents, c'est Le Vivant, aux éditions Mirobol, où on a une humanité formant une entité connectée et régie par un code. Donc voilà, pour présenter les différents intervenants. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer le titre de cette table. Alors, pourquoi Camille du percolateur? En fait, je vais commencer par quelque chose qui est la question de l'animisme. Et en fait, il y a une théorie qui est contestée depuis, il y a beaucoup d'éléments sur la recherche qui contestent ça, mais je vais partir de ce point de départ. C'est la théorie de Jean Piaget sur le fait qu'il y a une certaine tendance, et notamment chez les enfants, à concevoir les choses comme étant vivants. Donc c'est une sorte de forme primitive de la causalité, et Piaget disait que c'était un stade dans le développement psychologique de l'enfant. Donc pour l'enfant, il y a un monde peuplé d'êtres animés. Donc on peut dire que ça s'arrêtait à l'enfance, or il y a beaucoup d'éléments actuels qui montrent que, même les adultes, nous avons un rapport identique avec une machine. Par exemple, il y a des études qui montrent que certains remercient le distributeur automatique de billets. Donc ils remercient la machine. Et au Japon, il y a encore une étape supérieure. Par exemple, il y a des machines, des robots chiens de Sony qui s'appellent les iBot. Donc c'est des chiens électroniques, donc des robots qui ont débuté dans les années 90, je crois, et qui ne sont maintenant, qui n'existent plus, qui sont plus mis en vente. Mais les propriétaires de ces machines essaient de continuer à les faire vivre, donc à les réparer. Puis parfois, on n'arrive plus à réparer ces robots. Et donc au Japon, il y a même des cérémonies funéraires pour rendre hommage à ces animaux disparus, donc ces robots disparus, comme on ferait pour des animaux de compagnie. Donc la première question que je vais poser à tout le monde avant d'être plus précis sur chacun des intervenants, c'est finalement, est-ce que les robots nous font redevenir enfants? Qui veut commencer?
La réponse est non. C'est tout, il ne manque que ça. Il faut un tout petit peu. Non, on va laisser. Non. Avec mon collègue, non. Par contre, je dirais, c'est plutôt l'enfance de quelque chose qui se lance, mais c'est pas notre enfance ado. Alors, vous pouvez préciser un peu? Oui, moi je crois les robots tels qu'on les conçoit, les perçoit, les intègre dans notre milieu social, on va dire, vous pouvez nous le dire, que ce soit au Japon ou ailleurs, on va me remercier le distributeur, c'est plutôt cette enfance infinie de l'informatique qui est en train de devenir numérique et autre chose. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a une enfance à très très longue durée qui se met en place. D'accord. I would say that I would agree with the statement that it's a mistake to say that it's just children who do that. I know that in English very often when something won't do something, you say, oh gosh, the door doesn't want to open. I think it's something that humans do. When we see something that moves, we want to attribute agency to it, and that makes us treat that thing like a person. And I actually think that's a good thing. It's a function of we see another person and we think about them as a human being, and we want to think about what they want and what they're trying to do and have empathy with them. And that may be a mistake to do that with a door that won't open or to do that with the ATM. But I think it's a good sign that when a machine does something good for you, your first impulse is to say, oh, thank you for doing that. You want to respect that. I don't think it's a childish thing at all. Я думаю, что это скорее не поведение не ребенка, а такое поведение скорее из каких-то древнейших времен. Например, вот у меня когда ломается автомобиль, я его могу вполне искренне уговаривать, перестать так делать, все-таки поехать дальше. Спрашиваю, на что он обиделся. Но я себя при этом чувствую не ребенком, а скорее таким вот из племени Тумба-Юмба, кем-то, кто борется со стихией. Со стихией. Ветры, снега. Alors moi je ne pense pas que ce soit un comportement vraiment d'un enfant, c'est juste c'est plus comme si on revenait à l'époque où voilà, on n'avait pas toutes ces machines. Moi par exemple quand ma voiture se casse, j'essaie de lui parler, de la rassurer, effectivement j'arrive à la refaire, à faire redémarrer et à surmonter cette épreuve. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit forcément un comportement lié à l'enfant. I mean, it's a behavior of a member of a tribe, you know, like in ancient times. Like I try to ask the wind not to blow, that kind of thing. Not childish, but like Mumba, Yumba tribe. On parle de tribu, donc je vais me tourner vers l'anthropologie, mais plus exactement en fait, sur le rapport à l'inanimé, puisqu'on a parlé du Japon, en dehors de l'Occident, est-ce qu'il y a une particularité de l'Occident ou est-ce qu'il y a d'autres rapports que ce que l'on a en Occident? Je crois qu'il y a il faut raisonner en deux temps. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple les roboticiens eux-mêmes ont tendance à penser en Europe, en Occident, qu'ils sont mal acceptés en Europe, et que par exemple le Japon ou l'Asie est une sorte de paradis technologique où tout se passerait bien pour eux. Je crois que la réalité est plus compliquée, mais elle est liée en particulier à une histoire de l'artisanat et par exemple de l'automatisation, de la robotique dans certains pays d'Asie. Donc je crois qu'il y a des différences, mais c'est des différences historiques avant d'être des différences culturelles. Il y a aussi quelques différences culturelles, mais justement, si je peux, c'est l'avantage des anthropologues, c'est qu'ils ont compris à quel point souvent ils avaient surévalué souvent les différences culturelles dans le passé, et donc c'est eux qui se méfient. Moi, quand je suis avec des roboticiens, je joue presque à contre-rôle, à dire ça n'a pas toujours aussi d'influence que vous le croyez, et je crois que dans le peu d'études qu'on a fait sur, par exemple, l'attitude des Japonais, des gens comme ça par rapport aux robots, c'est beaucoup plus ambivalent que la façon dont c'est présenté habituellement, même si c'est vrai qu'il y a une plus grande
complémentarité, quelque part, une moindre méfiance, une moindre défiance. Ambivalent dans quel sens? C'est-à-dire que ça les inquiète quelque part tout autant. Je veux dire, il n'y a pas l'idée on prend toujours un peu les mêmes exemples, certaines bandes dessinées, certains films, pour dire à quel point les Japonais par exemple, auraient une évaluation positive de la robotique. Je crois que quand il y a des travaux un peu de fond, on montre une réalité beaucoup plus nuancée. Voilà ce qu'il fait. On va se tourner là vers la philosophie en fait. Pourquoi? Parce que, et surtout l'Occident, c'est le fait qu'il y a une des théories sur l'esprit, c'est Descartes. Et notamment un élément, je ne sais pas, Milad, si vous allez pouvoir nous rappeler, sur les théories de l'animo-machine. Et ce que cela dit aussi du rapport entre l'humain, justement, et la machine, que ce soit un animal ou un robot. Est-ce que Descartes, finalement, n'a pas fixé un peu, en Occident, notre rapport aux machines? Je crois qu'elle a fixé pour une certaine philosophie. Quand même, il y a Leibniz, il n'était pas très loin, et qui avait une idée complètement différente, et qui aujourd'hui, du point de vue des scientifiques, en tout cas, qui ont inventé un petit peu l'informatique, c'est leur héros. Et ils vont revenir vers plutôt Leibniz que plutôt du côté de Descartes, pour des raisons à mon avis importantes. Tout d'abord parce que si on regarde les thèses cartésiennes, on ne va pas faire un petit cours de philosophie, il y avait des difficultés à les faire passer par des modalités mathématiques. Alors que les thèses leibniziennes étaient beaucoup plus accessibles à des modèles probabilistes qui ont accompagné l'émergence de la théorie de l'information. Un second aspect philosophique qui peut nous rapporter à la question qui nous intéresse ici, je crois aussi, c'est que la thèse leibnizienne, qu'elle soit celle de la monadologie ou d'autres, permet de donner accès à quelque chose qui peut être beaucoup plus fort. Je me rappelle, c'était le premier à décrire un robot qui va pouvoir traverser une ville et descendre des escaliers. C'était en 1713, Leibniz avait décrit une machine qui va pouvoir un jour faire ça. Du coup, on voit quand même déjà autre chose. Mais ce qui est à mon avis, le plus important, la thèse leibnizienne permet de s'éloigner de la question de la conscience et de passer vers une question de l'autonomie du robot, de la machine. Et l'autonomie est beaucoup plus à même de permettre des formes de discussion, de fabrication, qu'elles soient mathématiques, culturelles ou autres, alors que la conscience, on a découvert, c'est le mur, et là, on est devant l'impossible. Mais si je parlais aussi de Descartes, c'est-à-dire que y a le petit point un peu précis, mais qui n'est pas souvent soulevé chez Descartes, c'est que en fait, il reconnaît l'hétérogénéité des systèmes cognitifs. C'est peut-être... Ça, on est entièrement d'accord. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus riche, et surtout qu'on va le retrouver dans son traité des passions. Il va analyser les passions de façon assez complexe et très riche. On est entièrement d'accord. Évidemment, on simplifie le dualisme classique qui est associé. Voilà, c'est un peu injuste. Par contre, je crois, si je me permets une minute, qui peut être, c'est-à-dire que la thèse cartésienne, surtout dans les passions, quand même, avec la glande pinéale, c'est assez intéressant parce qu'elle est indicative et pertinente pour nous aujourd'hui. À chaque moment, on a découvert quelque chose qui était essentiel. À l'époque, c'était le cœur qui était le siège des passions. Lui, on va dire c'est le cerveau avec un pinéal. On va émerger une réaction extrêmement puissante de l'autre côté. On va voir émerger, par exemple, au XVIIe siècle, le culte du Sacré-Cœur. Il n'est pas médiéval, il est en réaction aux thèses de Harvey et de Descartes. Et au fur et à mesure qu'on va passer vers le cognitivisme, on va trouver une réaction qui va retrouver des choses un peu archaïques. Et avec la robotique et ce qui nous intéresse, on va être dans cette dynamique de va-et-vient sans cesse.